Bienvenue au lancement du rapport mondial de la productivité agricole de 2020. La productivité en période de pandémie. Cette année, nous allons explorer les impacts des épidémies de ravageurs et de maladies à l'échelle pandémique sur la productivité et la résilience de nos systèmes agricoles. Bien que nous soyons déçus de ne pas être ensemble à Des Moines pour notre lancement de cette année, nous profitons de cette opportunité pour mettre en évidence des personnes qui sont en première ligne face aux pandémies agricoles, en particulier les agriculteurs, et pour voir les défis auxquels ils sont confrontés. Le rapport GAP ne serait pas possible sans les efforts, les contributions et le leadership éclairé de nos partenaires d'appui et consultatifs. Nos partenaires d'appui financent le rapport GAP et les autres activités qui font partie de l'initiative mondiale de la productivité agricole à Virginia Tech. Nos partenaires d'appui sont Bayer Crop Science, Corteva Agri-Science, John Deere, The Mosaic Company, Smithfield Foods et le Collège d'agriculture et des sciences de la vie de Virginia Tech. Nos partenaires consultatifs enrichissent notre travail grâce à leurs expertises dans les systèmes alimentaires et agricoles, productifs et durables, dans la nutrition et dans la conservation des ressources naturelles. Je tiens également à remercier le Dr Alan Grant, doyen du Collège d'agriculture et des sciences de la vie de Virginia Tech, ainsi que les autres membres du corps professoral et les dirigeants universitaires de Virginia Tech qui aident à guider les travaux du rapport GAP. Nous savons que vous partagez notre vision d'un monde qui atteint sa sécurité alimentaire et nutritionnelle. Nous vous invitons à en savoir plus sur nos partenariats dans le monde entier, nos partenariats axés sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l'engagement des jeunes dans l'agriculture, la santé animale et humaine, la nutrition, etc. Quoi que vous fassiez, où que vous travaillez dans le monde, Virginia Tech a quelque chose à vous offrir. Nous recherchons de nouveaux partenaires pour le rapport GAP et pour nos autres initiatives dans notre entreprise très importante pour l'avenir de l'humanité. Alors maintenant, profitez du lancement et merci de vous joindre à nous. Mon nom est Hélène Wanjiko Wawero. Je vis à Piavi, quartier de Njoro, comté de Nakuru, Kenya. J'ai une ferme de 2 acres, 85 120 m². Je fais de l'élevage de bétail, de la volaille, de l'élevage de chèvres laitières, de la production d'aliments pour le bétail et de la production d'aliments pour poulets. Mes activités quotidiennes après mon réveil consistent à traire les vaches et à porter le lait au marché. Il me paie en espèces que je budgétise. J'achète tout ce dont je ne dispose pas à la maison avec une partie de l'argent que je gagne grâce aux ventes de lait. Nous utilisons un peu de technologie pour réduire la main-d'œuvre. Par exemple, il y a cette machine. Lorsque nous devons faire de l'ensilage, elle nous aide beaucoup. J'ai mélangé du germe de maïs, du plant de blé, du tournesol, du coton, 1% de minéraux, mais il me manque le prémelage laitier. Si même j'avais une vache de race locale qui produisait 3 litres de lait par jour, comme je voulais améliorer la productivité, je l'ai vendue et j'ai acheté celle qui, lorsqu'on la traite le matin, elle produit 15 litres de lait par jour. Mes défis maintenant sont les maladies, comme le CF, fièvre de la côte orientale, qui affecte les vaches. Le traitement coûte cher. Le traitement d'une vache adulte coûte 4000 shillings. Il y a des maladies qui nécessitent des vaccins. Et chez les chèvres laitières, c'est une pneumonie qui doit être vaccinée.
Alors, si nous ne les vaccinons pas, le bétail va tomber malade et mourra. Il n'y aura pas de productivité, donc je n'aurai pas d'argent. Nous avons également des défis liés à l'eau. Pendant la saison de sécheresse, l'eau devient un défi, ce qui peut m'empêcher d'atteindre mes objectifs. Parfois, de fortes pluies détruisent également nos récoltes, ce qui signifie que nous n'aurons rien à apporter au marché. Je prie que, pour Dieu, m'aide à réaliser ma vision, afin que les défis ne me gênent pas. Et je vais avoir plus d'occasions d'atteindre ma vision. Dans 30 ans, nous devrons produire des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des fibres et de la bioénergie pour près de 10 milliards de personnes. Il est absolument vital d'augmenter la productivité de nos systèmes agricoles, en particulier pour les petits agriculteurs qui produisent la plus grande partie de la nourriture mondiale. Il nous a rappelé ces derniers jours l'importance de la résilience de nos systèmes alimentaires, en particulier face aux pandémies. Les maladies à l'échelle pandémique et les épidémies de ravageurs tuent et rendent malades les personnes, le bétail et les cultures à une fréquence alarmante. Elles perturbent les économies, détruisent les moyens de subsistance et endommagent notre base de ressources naturelles. Le confinement causé par la Covid-19 pourrait conduire 100 millions de personnes supplémentaires dans l'extrême pauvreté et doubler le nombre de personnes exposées au risque de faim aiguë. La chenille légionnaire d'automne est un fléau mondial, qui détruit jusqu'à 18 millions de tonnes de maïs chaque année rien qu'en Afrique. Au cours des 2 dernières années, la Chine a perdu 40% de sa population porcine à cause d'une épidémie de peste porcine africaine qui touche 3 continents. Dans notre 11e rapport annuel mondial de la productivité agricole, nous examinons ces épidémies, ainsi que d'autres épidémies à l'échelle d'une pandémie qui menacent la productivité et la résilience de nos systèmes agricoles. La croissance de la productivité agricole est essentielle pour répondre aux exigences d'un monde en croissance, et la résilience garantit que nos systèmes agricoles peuvent résister aux crises et en émerger relativement intacts. Aujourd'hui, nous entendrons des producteurs et des experts du monde entier parler de leurs expériences face à ces menaces, ainsi que des technologies et des pratiques qui aident les producteurs à résister et à se remettre rapidement des pandémies. Sous peu, nous dévoilerons l'indice mondial de la productivité agricole de 2020, qui suit les progrès mondiaux vers nos objectifs de productivité. Mais avant de le faire, il est utile de comprendre ce qu'est la productivité dans l'agriculture et comment elle est liée à la résilience. La croissance démographique et les revenus sont 2 des principaux moteurs de l'augmentation de la demande des produits agricoles. Et bien que la population mondiale et les revenus n'augmentent pas aussi rapidement qu'il y a 20 ans, nous devons quand même continuer de produire de manière durable suffisamment de nourriture, d'aliments pour animaux, de fibres et de bioénergie pour 10 milliards de personnes en 2050. Les producteurs agricoles peuvent utiliser plusieurs stratégies pour augmenter leur production afin de répondre à cette demande. Ils peuvent utiliser de nouvelles terres arables pour la production des cultures ou du bétail. Ils peuvent étendre l'irrigation à de nouvelles zones. Et ils peuvent augmenter la quantité d'intrants agricoles qu'ils appliquent sur les terres cultivées ou utiliser plus de bétail pour augmenter leur production de viande, d'œufs ou de lait. Ces méthodes doivent être utilisées de manière stratégique pour réduire les effets négatifs tels que la perte de la biodiversité, la dégradation et l'érosion des sols et l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Le rapport GAP soutient que se concentrer sur la croissance de la productivité totale, ou TFP, nous permettra de répondre durablement aux besoins des producteurs et des consommateurs aujourd'hui et dans le futur. Il est important de noter que la productivité dans l'agriculture est différente de rendement, bien que les termes soient souvent utilisés de manière interchangeable. Le rendement mesure la quantité de production par unité d'entrant. Par exemple, la quantité de blé récolté par acre ou la quantité de lait produite par vache. Le facteur total de productivité mesure les changements liés à l'efficacité avec laquelle les intrants agricoles sont transformés en production.
Par exemple, la TFP augmente lorsque les producteurs utilisent des technologies améliorées pour faire pousser davantage de cultures avec la même quantité de terre, de main-d'œuvre et d'engrais. L'augmentation substantielle de la productivité porcine aux États-Unis au cours des dernières décennies démontre comment le facteur total de productivité fonctionne et les avantages économiques et environnementaux de la croissance de la TFP. La production porcine aux États-Unis a considérablement augmenté au cours des dernières décennies. En même temps, les impacts environnementaux du porc ont en fait diminué. Par rapport à 1960, 450 grammes de porc nécessitent moins d'énergie, moins d'eau, 75% de terre en moins et une empreinte carbone qui est presque plus petite de 8%. En fait, aujourd'hui, l'empreinte carbone de la production porcine aux États-Unis ne représente qu'un tiers de 1% de toutes les émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis. Et les producteurs de porc utilisent beaucoup moins d'aliments par livre. Pourquoi donc? Sélectionner et élever des porcs avec les meilleurs gènes pour qu'ils soient en meilleure santé, qu'ils utilisent moins d'aliments et qu'ils produisent plus de viande. De meilleurs soins aux animaux, des porcs en meilleure santé sont des porcs plus productifs. Une alimentation et une nutrition plus avancée. Le logement intérieur qui protège les animaux des prédateurs, des intempéries, des parasites et des maladies. Les systèmes de gestion du fumier qui éliminent le fumier des établis et produisent du gaz naturel renouvelable dans les fermes. En même temps, la productivité des cultures a également augmenté considérablement. Les progrès des variétés de semences et de l'agriculture de précision permettent aux agriculteurs de produire plus de luzerne, plus de maïs et plus de soja, en utilisant le moins de terre, moins d'eau et moins de pesticides, moins d'engrais. Grâce à la croissance de la TFP, les consommateurs du monde entier profitent des produits de porc et de haute qualité des États-Unis avec moins d'impacts environnementaux que jamais. Pour augmenter la productivité, les producteurs, quel que soit leur niveau, doivent avoir accès à des technologies innovantes et à des connaissances agronomiques précises et des informations de marché en temps opportun. Ils ont également besoin d'options de financement abordables afin d'améliorer leurs opérations. Une revue récente des études sur l'agriculture résiliente a révélé que ces outils favorisent également la résilience, en particulier au niveau de la ferme. Chad Lehman, un éleveur de porc de l'Illinois, décrit comment il a adapté ses pratiques de soins aux animaux en modifiant l'alimentation et le logement pour accueillir plus d'animaux pendant les perturbations de la chaîne d'apprivoisement causées par la COVID-19. Il est presque plus facile pour moi de parler de la façon dont nous n'avons pas été touchés, parce que je pense que notre entreprise était différente de celle de nombreuses entreprises. Le lendemain de toutes les fermetures, que ce que nous avions le jour avant. Lorsqu'on a 45 000 porcs à nourrir, quelqu'un doit en prendre soin tous les jours. Les porcs ne connaissent ni de week-end, ils ne connaissent ni de vacances, et ne connaissent certainement pas les pandémies. En mi-avril, nous avons immédiatement réalisé que nous devions changer le régime des porcs. Et nous devons d'une manière ou d'une autre trouver comment les empêcher de prendre du poids, parce que nous ne savions pas combien de temps il nous faudrait les retenir. Ensuite, nous avons également dû commencer à réfléchir sur comment pouvons-nous être très créatifs avec notre espace. Avons-nous donc tant de granges et tant de porcs? Le fait de pouvoir utiliser différents ingrédients, d'y accéder et de pouvoir les incorporer dans le système et dans les rations nous a aidés. Je dirais que ça nous a donné un avantage concurrentiel sur nos pairs, en ce que nous avons pu nous adapter si rapidement lorsque nous avons pris la décision de changer de régime alimentaire. Et j'ai vraiment l'impression que nous aurions eu du mal à savoir que faire avec des porcs de 158 kg si nous n'avions pas été en mesure d'incorporer différentes rations dans notre usine d'aliments presque immédiatement. Avec notre entreprise, nous sommes constamment confrontés à des crises. Nous avons des sécheresses et des inondations. Nous avons les animaux qui tombent malades. Et puis, vous y ajoutez les fluctuations des prix des matières premières. Cette crise, d'une certaine manière, ne nous est pas totalement étrangère. Nous sommes habitués à ce genre d'obstacles. Nous nous adaptons et nous changeons. Nous déterminons ce qui fonctionne et nous passons à autre chose. La plupart de nos activités sont hors de notre contrôle. Nous ne contrôlons pas la météo. Nous ne contrôlons pas les prix. Nous essayons juste de mettre les animaux dans le meilleur endroit possible pour réussir chaque jour. C'est notre travail.
Les technologies et pratiques améliorées qui rendent meilleure la productivité sont également des outils importants pour s'adapter au changement climatique. Le bassin versant de la baie de Chesapeake s'étend sur plus de 165 000 m² sur 6 États, de New York à la Virginie. C'est un écosystème sensible qui ressent déjà l'impact du changement climatique, notamment avec les pluies plus abondantes et une érosion accrue des sols. PJ, un agriculteur de 5e génération en Virginie, décrit comment les pratiques de conservation du sol protègent la santé et la résilience des sols de sa ferme. Nous sommes principalement une exploitation à double récolte dans laquelle les 2 tiers de nos terres sont consacrés au blé d'hiver, à l'orge d'hiver, au colza d'hiver et enfin au soja. Nous sommes dans une région où nous sommes très sensibles au bassin versant. Nous aimons tous manger des crabes bleus sur notre haillon. Nous voulons donc prendre soin du bassin versant sur la baie de Shakespeare afin de pouvoir le continuer. Et nous essayons d'inclure la culture sans labour, les zones tampons, la fertilité variable, le travail du sol à la verticale, et nous ne labourons pas comme mon grand-père le faisait il y a plusieurs années. Nous essayons de faire beaucoup de semis sans labour quand nous le pouvons. Le climat, la météo ne nous interdit pas de le faire. Aucun sol labouré n'est frais au printemps. Nous devons donc labourer à la verticale et réchauffer le sol. Vous devez laisser environ 20% de résidus sur le sol. Avec ce que nous faisons dans nos méthodes de conservation, le labour vertical semble être le moyen d'y parvenir. Nous avons essayé d'explorer différentes manières d'appliquer notre azote. Nous procédons à des injections pour nous assurer que l'engrais entre bien dans le sol. Non seulement les agriculteurs individuels doivent être plus résilients dans leurs opérations, mais nos chaînes d'agroalimentaire doivent être suffisamment flexibles pour s'adapter en cas de crise. Je pense à notre chaîne agroalimentaire cruciale. Nous allons à l'épicerie, nous savons déjà que les étagères vont être remplies de viande, de légumes et de fruits, et même de papier toilette. Mais soudain, Covid-19 nous a fait réaliser bien. Nous ne pouvons pas aller au restaurant local. Nos enfants ne vont pas aller à l'école chercher leur nourriture. Nous devons donc maintenant tout d'un coup nous rassembler plus rapidement pour prendre des décisions sur la façon dont nous allons faire en sorte que la nourriture, les fibres et les aliments continuent à couler pendant la pandémie. Comment nous assurer que notre industrie aquaculture peut survivre sans avoir de restaurants disponibles? Que vont faire les laiteries quand elles ne peuvent pas expédier le lait aux écoles? Comment allons-nous fournir cette nourriture aux communautés qui en ont le plus besoin, les communautés défavorisées? Pour le département de l'agriculture et des services aux consommateurs de Virginie, notre pensée immédiate a été d'utiliser nos médias sociaux et nos réseaux de communication pour dire « Hey, voici où vous pouvez acheter des fruits de mer locaux. Voici ce que fait actuellement votre marché de producteurs. Voici ce que fait actuellement votre industrie laitière. N'oubliez pas que vous pouvez aller trouver votre ferme d'autocueillette locale et cueillir vos propres fraises fraîches. » Et nous avons commencé à les promouvoir via les réseaux sociaux pour que les gens soient au courant. La croissance de la productivité de la ferme et tout au long de nos chaînes de valeur soutient la résilience de nos systèmes alimentaires. Et notre indice mondial de productivité agricole 2020, ou l'indice GAP, montre que nous avons encore du travail à faire. Bienvenue au John Deere Technology Innovation Center à Champaign, dans l'Illinois, où nous développons des innovations améliorant la productivité en matière d'intelligence artificielle et de détection avancée de connectivité pour aider les agriculteurs à nourrir durablement notre monde en croissance, pour produire de manière durable des denrées alimentaires, des aliments pour nous, des fibres et de la bioénergie pour près de 10 milliards de personnes en 2050. Nous devons doubler notre production grâce à la croissance de la productivité. L'indice GAP indique que la productivité totale des facteurs doit augmenter à un taux annuel de 1,74% pour atteindre cet objectif. Les données les plus récentes montrent qu'une fois de plus, nous sommes en dessous de cet objectif. La TFP croît globalement à une moyenne de 1,64%. Plus troublant encore est la forte baisse de la croissance de la TFP dans les pays à faible revenu. Actuellement, la TFP ne croît que de 0,58% par an. C'est bien en dessous de l'objectif de développement durable visant à doubler la croissance de la productivité des petits agriculteurs, dont la plupart vivent dans des pays à faible revenu.
Dans de nombreux pays à faible revenu, en particulier l'Afrique subsaharienne, cette faible productivité agricole coïncide avec une croissance démographique rapide et des taux élevés d'insécurité alimentaire, de malnutrition et de pauvreté. Les producteurs de ces pays continueront probablement d'utiliser l'expansion des terres comme principale source de croissance de la production agricole. Cela exercera une pression supplémentaire sur la base de ressources naturelles et va exacerber l'impact du changement climatique. En conséquence, les agriculteurs de ces pays continueront d'être vulnérables aux épidémies de ravageurs et des pandémies telles que le criquet pèlerin, qui endommagent ou détruisent une source de nourriture et de revenus. Dans ces systèmes agricoles laborieux, la maladie et la malnutrition réduisent considérablement la productivité du travail domestique, perpétuant un cycle de pauvreté auquel il est difficile d'échapper. Renforcer l'accès aux technologies abordables et aux connaissances liées aux pratiques améliorées est la clé pour ces producteurs et de nombreux efforts sont déployés pour les parvenir. Les petits agriculteurs sont essentiels pour la sécurité alimentaire et lorsque nous regardons vers où nous nous dirigeons, dans la prochaine décennie, nous savons que nous sommes à un tournant. L'adoption de nouvelles technologies, l'ouverture des frontières pour le commerce des denrées alimentaires, l'ouverture des frontières pour les technologies est vraiment l'importance accrue d'une petite exploitation agricole durable vont certainement être la clé pour formuler notre système alimentaire à travers les défis. Pas seulement face aux pandémies que nous confrontons cette année, mais d'autres défis comme le changement climatique. Nous savons que les petits agriculteurs n'ont pas juste besoin d'un sac de semences. Ils n'ont pas juste besoin d'un produit acheté. Ils ont vraiment besoin d'aide pour savoir comment mieux cultiver, comment protéger au mieux leur récolte. Ils ont besoin de plus d'informations. Ils ont besoin d'informations numériques à portée de main. Chaque ferme, chaque récolte, chaque région a des défis différents et nécessite des approches personnalisées. Nous devons donc écouter ce qui est nécessaire sur le terrain et avec cela, nous pouvons alors apporter une solution sur mesure pour les aider à augmenter leur productivité. L'adoption généralisée des technologies de l'information et des sciences agricoles a été le principal moteur de la croissance de la TFP dans les pays à fort revenu. Depuis les années 70, presque toute la croissance de la production agricole a été générée par la croissance de la productivité. Pourtant, les tendances les plus récentes montrent un ralentissement de la croissance de la productivité agricole. De nouvelles révolutions de la technologie agricole, y compris l'intelligence artificielle, et le CRISPR ont le potentiel de stimuler à nouveau la productivité dans ces pays. Les technologies et pratiques améliorant la productivité aident les producteurs à se préparer et à s'adapter aux épidémies de ravageurs et de maladies à l'échelle d'une pandémie. Par exemple, les technologies d'agriculture de précision fournissent aux producteurs des données en temps réel qui peuvent être utilisées pour suivre et isoler les flambées de maladies dans les cultures ou le bétail. Les variétés de semences résistantes aux ravageurs arrêtent les épidémies avant qu'elles ne commencent. Et les techniques de travail du sol et de gestion des éléments nutritifs empêchent l'érosion du sol et réduisent les pertes d'éléments nutritifs durant les pluies extrêmes. Les politiques et les investissements qui soutiennent la croissance de la productivité et la résilience sont décrits par le rapport GAP. Ce sont l'investissement dans la recherche et le développement agricole public et les systèmes de vulgarisation, l'accroissement de l'accès au marché des intrants et de la production agricole, l'expansion et l'amélioration du commerce régional et mondial, la réduction du gaspillage alimentaire et les pertes après récolte. Cultiver des partenariats pour le développement agricole et de la nutrition. Les investissements dans les systèmes de recherche, de développement et de vulgarisation agricole du secteur public sont à la base de la croissance de la productivité agricole. Pourtant, les défis à l'échelle d'une pandémie sont des problèmes complexes et nécessitent des approches de recherche intégrées. Le directeur Cyril Clark, vice-président exécutif et prévôt de Virginia Tech, est vétérinaire et pharmacologue clinique. Il décrit l'approche de recherche de One Health de l'université sur les pandémies. Il est donc vraiment important de comprendre qu'il existe des liens inextricables entre la santé humaine et la santé animale et l'environnement. La santé animale comprend la santé de la faune ainsi que celle des animaux domestiques. Et la compréhension de ces liens est essentielle non seulement pour gérer les pandémies telles que celle à laquelle nous nous attaquons actuellement, la COVID-19, mais en effet cette pandémie n'est qu'une épidémie ou un défi médical parmi tant d'autres que nous avons eu à affronter pendant des années et des années. Et franchement, nous continuerons à nous battre.
Environ les 3/4 des maladies infectieuses émergentes chez l'homme sont en fait d'origine animale. Donc cette connexion, cette capacité d'un agent pathogène pour une bactérie, un virus, etc., à se transmettre d'un animal à un humain, ce gradient révèle de la description de ce qu'on appelle les zoonoses et les maladies zoonotiques, comme les coronavirus, sont extrêmement importantes. L'approche de One Health commence par reconnaître ces liens inextricables entre la santé humaine, la santé animale et la santé de l'environnement. Et ces liens sont extrêmement importants, mais ils sont également très compliqués. Donc, pour s'attaquer à un problème comme celui-là, on doit adopter une approche transdisciplinaire dans la mesure où vous devrez convoquer des personnes ayant différents types d'expériences et de connaissances disciplinaires pour d'abord étudier et comprendre le problème et ensuite le résoudre. La mission principale de l'institution de concession de terres comme la nôtre est de reconnaître que nous avons une mission tripartite dans laquelle nous sommes engagés dans l'éducation. Nous nous engageons à la recherche et à la découverte et nous nous engageons à prendre le produit de l'éducation et de la découverte pour le transmettre à l'amélioration des communautés que nous servons. En ce moment, nous sommes dans le processus de Virginia Tech de monter un centre qui va se concentrer sur les maladies émergentes zoonotiques ainsi que celles transmises par les arthropodes. Et les individus qui mènent cet effort, ce sont nos experts qui ont une réputation internationale excellente dans leur travail. Cela va aussi au-delà de la capacité ou de la compétence d'une seule université. Donc, en progressant dans nos engagements envers One Health, nous continuerons à faire appel à nos partenaires, ainsi d'entendre notre implication et notre engagement à travers chaque région au sein de Commonwealth de la Virginie, des États-Unis et du monde. Les technologies fondées sur la science ainsi que leurs pratiques sont essentielles pour accroître la productivité à chaque échelle de la production. Aujourd'hui, les innovations d'origine biologique ou qui sont dérivées de la nature sont utilisées en conjonction avec des méthodes de lutte antiparasitaire afin d'empêcher et de contrôler les épidémies à échelle pandémique. Les produits biologiques sont en soi une catégorie très étendue puisqu'il n'existe pas de définition unanimement reconnue. Probablement, celles qui seraient les plus fréquemment acceptées, les plus répandues et les plus générales sont les solutions d'origine naturelle. Il en existe des milliards qui n'ont pas encore été testées ou découvertes, donc il s'agit d'un champ de recherche très vaste. Quand nous pensons aux difficultés qui attendent l'agriculture, qu'il s'agit d'une décennie ou bien des prochaines 50 années, nous devons vraiment sortir de manière plus efficace des systèmes de production. Tout cela crée donc plus de pression sur les solutions existantes déjà mises en place et c'est là que les produits biologiques peuvent jouer un rôle. Ils travaillent en synergie avec les solutions conventionnelles, mais l'enrichissent. Ainsi, le légionnaire d'automne a pour nom latin Spodoptera frugiperda, qui signifie fruit perdu. C'est un nom bien adapté car il s'agit d'un parasite dévastateur qui a la capacité de détruire les cultures en 1 ou 2 jours. Il est particulièrement vorace et peut attaquer des douzaines et des douzaines de cultures et malheureusement aussi un grand nombre de cultures vitales pour l'alimentation locale, particulièrement en Afrique et certaines parties de l'Asie-Pacifique. Les prédateurs naturels, les maladies naturelles liées aux légionnaires d'automne ne sont certainement pas présents dans ces régions. Donc, les mécanismes de régulation naturelle ne sont pas en jeu car nous parlons de l'Afrique. Et quand nous arrivons en Asie-Pacifique, l'un des comportements que le parasite a est que les larves les plus grosses et les plus âgées mangent les larves les plus jeunes. Cela signifie que si l'on peut contaminer certaines d'entre elles avec un virus ou un champignon, ce comportement peut encourager la propagation de l'agent contrôlé chez ce virus. Donc, une fois de plus, ces parasites difficiles nécessitent une variété d'outils. On va utiliser la détection,
On va utiliser la perturbation des accouplements. On va sûrement aussi commencer la contamination très tôt, tout en comptant sur sa propagation naturelle afin de répandre la maladie au sein des virus. Et cela nécessitera de la chimie conventionnelle pour vraiment les maîtriser, car ces virus sont très nombreux et l'ampleur des dommages qu'ils peuvent faire est très importante. Avec le légionnaire d'Automne, 90% de contrôle n'est pas assez. Donc, il est nécessaire d'atteindre des standards élevés afin de les garder sous contrôle. La diversité génétique conservée dans la nature concernant les cultures d'aliments de base telles que les pommes de terre peut percer les secrets de créer des variétés qui sont résistantes aux parasites, résistantes à la sécheresse et plus nutritives. Au Centre international de la pomme de terre, CIP, nous avons commencé ce travail dans les années 70, compte tenu de l'érosion génétique qui se déroulait. Et ensuite, dans les années 1990, le problème du changement climatique est apparu. Puis, ces deux facteurs ont créé le besoin de collecter du matériel génétique puisqu'il était en train d'être perdu. L'érosion génétique était en train de se passer et des variétés étaient en train de se perdre, ainsi que certaines espèces. La sécurité alimentaire est la base de cette philosophie pour préserver la biodiversité globale pour le futur de l'humanité. Donc, nous avons une réserve génétique contre chaque facteur qui peut affecter la production mondiale de nourriture. Développer de nouvelles variétés est assurément plus lent par rapport aux changements majeurs qui se produisent dans le monde en raison du changement climatique. Ce qui doit se faire à la place, c'est d'adapter de nouvelles variétés à travers l'association des agriculteurs à l'amélioration, et ce à grande échelle. Donc, avec les pommes de terre biofortifiées, avec les pommes de terre en général, nous pourrions peut-être réduire la malnutrition et les niveaux d'anémie, particulièrement chez les enfants et la femme. Nous concentrons nos efforts en augmentant les valeurs nutritives des pommes de terre, à travers l'amélioration génétique ou ce que nous appelons la biofortification. Ceci est une alternative pour améliorer la santé au sein des communautés défavorisées ou les gens qui n'ont pas accès à la nourriture fortifiée au marché, ou des suppléments de vitamines. La viande est parfois rare dans ces communautés également. La biodisponibilité du fer est dite plus forte dans les pommes de terre que dans les céréales et les légumes, en raison de la présence élevée de vitamine C, ce qui facilite l'absorption du fer. Les pommes de terre ont un taux élevé d'acide phytique. Elles inhibent l'absorption du fer. La bonne nouvelle, c'est que CIP continue d'étudier les pommes de terre dans leur milieu naturel afin de développer de nouvelles variétés qui résistent au climat. Maintenant, grâce à ces collections multiples, ces matériaux ont été évalués, puisqu'ils sont à notre portée. Nous les avons dans la base de données, nous pouvons les évaluer. Leur résilience est connue pour leur résistance à une maladie importante sous le nom de mildiou et récemment aussi un flétrissement bactérien. Ces produits à l'état naturel ont aussi été étudiés pour déterminer leur tolérance à la chaleur et à la sécheresse, leur stress abiotique et leur valeur nutritionnelle. Donc si nous mettons ensemble, en utilisant les nouvelles techniques améliorées, les nouveaux outils auxquels nous avons accès dans l'amélioration génétique, alors ce sera beaucoup plus facile de se servir de ces gènes trouvés dans ces produits. Les technologies pratiques d'amélioration de la productivité à elles seules ne sont pas suffisantes pour assurer la résilience. Les systèmes d'agriculture résilients comptent aussi sur le capital social, un réseau constitué de fortes relations entre les individus qui vivent et travaillent dans une communauté ou une société. Pendant trop longtemps, l'inégalité entre les gens et les discriminations raciales ont isolé les personnes qui sont et devraient être des participants florissants dans nos systèmes agricoles. Ceci doit changer. Si nous voulons maximiser notre productivité, durabilité et résilience agricole. Au Burkina Faso, les femmes ont historiquement été exclues du marché porteur de la volaille.
Ces femmes qui élèvent des volailles souvent ne peuvent pas voir les bénéfices économiques de leur travail. Et beaucoup d'entre elles n'ont même pas le contrôle de leur propre argent gagné par leur famille. S'élever, un programme mis en place par Tanagé, une organisation internationale de développement, a travaillé pour influencer et transformer le secteur de la volaille au Burkina Faso, pour augmenter la qualité, le rendement et le rayonnement des services de la volaille inclusifs, ainsi qu'améliorer les résultats économiques et sociaux des femmes au sein de la chaîne logistique et accroître la consommation d'aliments sains et nutritifs. Je voulais prendre des poulets, car j'avais vu d'autres personnes qui en avaient. Mais nous n'avions pas l'espace pour eux. Maintenant, j'ai un poulailler. Et je me plais à les élever. Cela demande de la détermination. Avoir la liberté d'élever de la volaille est une étape importante pour moi. On peut voir comment élever de la volaille est bénéfique pour le foyer. Avant, les hommes ne laissaient pas leurs femmes investir dans une activité d'élevage de poulets. Mais aujourd'hui, grâce à la sensibilisation, ils voient les avantages d'élever des poules au sein de leur foyer. Certaines femmes disent que leurs maris ne les soutiennent pas dans leur désir d'élevage de volailles. Nous prenons le temps de les former. Parfois, nous voyons du changement au sein des familles que nous formons. Et ces couples aident à faire passer le message aux autres couples. En milieu rural, les femmes ne sont pas émancipées comme dans les grandes villes. Mais l'expérience a démontré qu'il faudrait qu'il y ait la cohésion, l'accompagnement de la femme pour pouvoir subvenir aux besoins familiales. J'étais le seul à soutenir les dépenses de ma famille. Toutefois, depuis que ma femme a investi dans la production de volailles, cela nous a grandement aidés. Cela nous a aidés à payer les frais scolaires de nos enfants et nous a aussi aidés à construire une autre maison pour nos cochons. L'activité d'élevage de volailles nous a aidés à améliorer nos vies. Le travail que je fais m'est très utile. Certaines personnes ont apprécié mon travail à tel point qu'elles sont venues des villages avoisinants pour me parler. Et certaines personnes m'appellent même sur mon portable pour recevoir des conseils que je leur donne volontiers. Grâce au projet S'élever, mon mari et moi pouvons maintenant s'asseoir et avoir une conversation ensemble. Si je peux vendre certains de mes poulets, je le dis à mon mari. Après les avoir vendus, je lui montre mes profits et ensemble nous décidons comment les gérer. Ce qui doit aller dans le budget pour l'école, la nourriture et notre plan d'épargne pour les urgences. Tout cela s'est réalisé grâce à l'élevage de volailles. La discrimination raciale aux États-Unis a empêché les agriculteurs afro-américains à exploiter pleinement leur potentiel. La famille de PJ Haney cultive toujours la terre, achetée par son arrière-arrière-grand-père qui était esclave. Mais leur parcours pour faire grandir leurs opérations à travers les générations a été semé d'embûches et de dangers. Mon père a enduré un niveau extrêmement élevé de discrimination quand il a commencé l'agriculture. Et après cette lancée, les agriculteurs locaux n'étaient pas contents du taux de croissance qu'il avait et ont tiré sur son matériel, ont brûlé des bâtiments en somme, plein de difficultés inutiles qu'ils n'auraient pas dû affronter. Même le gouvernement fédéral, mon père était victime de discrimination de la part du département américain de l'agriculture sur ses pratiques de prêt. Et il ne s'agit pas de notre famille seulement, mais de milliers d'Africains américains, des familles d'agriculteurs dans le pays entier, ont eu l'accès au capital et au crédit refusé. Et cela a vraiment enlevé une génération entière de métiers de fermiers. Les statistiques vous montreront qu'en 1920, il y avait 1 million de fermiers noirs dans notre pays. En 1996, il y en avait à peine. Ils étaient moins de 50 000. Une des passions que j'ai est une organisation qui s'appelle The National Bank Growers Council. Je suis actuellement le président de l'organisation. C'est une association dont la mission est d'améliorer l'efficacité, la productivité et la pérennité des productions de culture des agriculteurs noirs. J'ai vu un grand intérêt pour
pour l'agriculture dans la communauté afro-américaine. J'aimerais en voir plus dans la production de culture comme ce que nous faisons ici maintenant. Toutefois, la barrière d'entrée est tellement haute que les gens disent que si tu n'es pas né au sein d'une famille d'agriculteurs ou si tu ne t'es pas marié avec un agriculteur, ce sera dur d'en devenir un. En connaissant les inégalités historiques qui existent, nous devons réaliser que ce jeune gamin noir, il ne va pas avoir le même capital, le même bilan comptable, les mêmes flux financiers que le voisin d'en face. Et c'est là où nous avons besoin de vraies conversations autour d'une table sur le haillon, où nous pouvons parler de comment nous pouvons agrandir le nombre d'agriculteurs noirs. Parce que si nous ne le faisons pas, qui le fera? Quand certains groupes de personnes se retrouvent marginalisés dans nos systèmes d'agriculture, nous passons à côté d'une grande source d'expérience et d'innovation qui a la possibilité d'améliorer la productivité, la durabilité et la résilience. Le système universitaire de concession de terres de 1890 fut créé après la guerre civile afin d'offrir aux Afro-Américains une éducation agricole. Aujourd'hui, 130 ans plus tard, ils servent toute la communauté agricole. Il y a un abus de langage dans la communauté de 1890, car parfois certaines personnes ont l'impression que le travail à faire dans nos universités ne vise que la communauté noire. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Parce que nous nous considérons comme scientifiques, nous nous voyons comme des spécialistes en développement. Nous nous voyons comme étant à la pointe du progrès dans la diffusion, l'engagement et la science. Donc notre public cible n'est pas défini par une certaine ethnicité. Bien que nous ayons un intérêt spécifique et travaillons avec un public peu représenté et des communautés de personnes de couleur. Certainement, c'est dans notre champ d'action et c'est proche de ce que l'on fait et ça nous tient au cœur. Mais la productivité et les capacités de nos recherches vont au-delà de cette communauté. Ce n'est pas le moment d'exclure n'importe qui de la table de discussion. Nous avons besoin de tout le monde à cette table. Quand je pense au travail fourni par les femmes agricultrices noires et métisses et les contributions qu'elles ont faites à l'agriculture à travers leurs innovations, leur héritage, leur volonté d'adopter notre environnement, l'innovation et la créativité sont très importantes, mais elles doivent aussi avoir l'opportunité de se joindre à la discussion. Quand nous leur donnons ces ressources et ces opportunités, nous sommes meilleurs en tant que société. Tisser la confiance entre les différentes communautés au sein de notre système agricole, faire surmonter les barrières et facilite l'adoption de nouvelles technologies pratiques pour la productivité et la résilience. En 2008, la Mosaic Company, en partenariat avec la Segal Foundation, a créé Krishi Jyoti, un programme pour améliorer les pratiques agricoles et les moyens de substance dans le nouveau district de l'État de Haryana en Inde. Au début, il était difficile d'avoir la participation de la communauté puisqu'elle était résistante au changement. Avec des réunions communautaires régulières, l'équipe de la Fondation a pu instaurer la confiance avec eux. Je me suis engagé dans l'agriculture. Depuis l'enfance, nous faisons de l'agriculture. Mon père aussi était agriculteur. Auparavant, nous n'avions pas vraiment conscience de la qualité de fertilisant à mettre. Il y a 2 ans, le projet Krishi Jyoti est venu dans notre village. Mosaic et la Fondation Segal nous ont parlé et aussi appris le dosage de fertilisants, ainsi que l'engrais et la récolte. Nous leur avons parlé de nos pratiques agricoles. Nous avons été informés de l'importance de la santé du sol. Les sols de tous les champs d'agriculteurs du village ont été testés par les équipes des fondations Mosaic et Segal. Le sol de mon champ a été aussi testé. Cela fait 10 ans que je fais de l'agriculture. Nous faisons pousser des tomates, des oignons et d'autres cultures. La Segal Foundation nous a montré comment tester nos sols et nous a fait prendre conscience du bon dosage de fertilisants en fonction des analyses. Nous avons du zinc, du bore, du soufre, du magnésium et d'autres nutriments pour les cultures. Vous pouvez voir la différence dans la culture d'oignons dans mon champ. D'un côté, nous avons utilisé nos pratiques habituelles et d'un autre côté, nous avons utilisé les pratiques recommandées. La culture produite lors de la démonstration était plus grande et de meilleure qualité. Afin de s'attaquer aux problèmes d'eau, des barrages de retenue furent construits, afin que l'eau qui d'habitude inondait les champs pendant la saison de la mousson, parfois en faisant aussi des dommages aux cultures, puisse être repoussée dans l'aquifère. Cela a amélioré
La qualité de l'eau potable crée une réserve que l'on pouvait ensuite utiliser pour irriguer les cultures. Je crois que les pratiques scientifiques agricoles telles que celle-ci poussent les jeunes à commencer l'agriculture. Les gens préfèrent avoir des métiers et ne sont pas trop penchés vers l'agriculture. Nous n'avons aucune industrie ou aucun travail excepté l'agriculture dans notre région et l'agriculture scientifique augmente la production et les profits. Et les jeunes gens sont encouragés à se diriger vers l'agriculture. Les pratiques qui furent introduites aux agriculteurs à travers ce programme ont pour résultat des récoltes bien plus hautes dans chacune de leurs cultures principales, la moutarde, le millet et les céréales, ce qui a amené un revenu bien plus grand pour les agriculteurs qui ont participé. En renforçant la confiance et en écoutant les inquiétudes des fermiers, Krishi Jyoti a aidé à transformer ces communautés et le programme s'étend dans beaucoup d'autres villages dans les différents États de l'Inde. La leçon à retenir aujourd'hui est que parvenir à nos objectifs globaux en matière de productivité, sécurité économique, nutrition, durabilité et croissance économique, cela demande une ingénuité et de la détermination de la part de nous tous. Que nous soyons producteurs ou consommateurs, nous faisons des progrès. Mais afin de s'assurer que nous ne perdons pas pied, nous devons augmenter nos efforts pour accroître la résilience de nos systèmes agricoles, spécialement compte tenu des pandémies qui peuvent à la fois détruire des vies et nos moyens de subsistance. Finalement, nous souhaitons exprimer notre profonde reconnaissance aux participants de notre rapport GAP 2020, en particulier nos partenaires d'appui et consultatifs, qui ont rendu le rapport GAP et l'initiative GAP possible. Nous vous encourageons à lire le compte-rendu et à accéder aux ressources téléchargeables sur notre site web globalagriculturalproductivité.org. Merci de vous être joints à nous. Nous avons hâte de continuer ce chemin ensemble.